Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du K-Podcast. Aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons voyager au Tchad, nous allons voyager en Tunisie, au Mali, aux États-Unis. Il vient de partout. Cet invité, c'est un jeune Tchadien. Il est doctorant en politique de santé à Harvard. Il s'appelle Ezias Bedingar. Hello, Ezias. Hello. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va très très bien. Merci en tout cas d'être notre invité aujourd'hui dans ce nouvel épisode du K-Podcast. Ezias, le K-Podcast, c'est un concept très simple avec 3 séquences. Et la première séquence, c'est tout de suite, c'est la séquence consacrée un peu à parler de l'enfance et de ton évolution. Alors, tu es né au Mali, Ezias, hein, tu as vécu en Côte d'Ivoire, après la Tunisie, avec tes parents qui étaient des diplomates, puis tu as grandi au Tchad ces 3 dernières années, les 3 dernières années avant de faire ton bac et de voler pour tes études. Tu as été accepté à Paris Descartes pour la médecine. Raconte-nous cette histoire que tu nous as dit au téléphone, Ezias. Au début, c'était pas forcément ça que tu voulais. D'accord. Donc, quand j'étais en terminale au Tchad, je ne savais pas vraiment où j'allais partir faire mes études. Donc, j'étais entre la France et les États-Unis. Donc, juste après ma terminale, pour moi, j'allais partir en France pour faire mes études. Donc, j'ai postulé à Paris Descartes et à d'autres universités pour faire la médecine, c'est-à-dire 1 an de PACES, et ensuite, si j'étais pris à accepter, j'allais continuer la médecine en France. Mais vers la fin de mes années de la terminale, mon père m'a surpris et m'a dit il serait préférable que tu ailles aux États-Unis continuer tes études. Et c'est comme ça que j'ai décidé, avec lui bien sûr, d'aller continuer mes études aux États-Unis, là où il a étudié 30 à 40 ans avant moi. Donc, c'était à l'université du Kentucky, et c'est là-bas que j'ai commencé mes études en quelque sorte. Magnifique. Et puis, il y a aussi une autre histoire, les Sciences Po à Paris, où tu étais même pris pour une interview à Douala. Et tu t'imagines quand même, oui, tu voulais au départ faire les relations internationales? Oui, exactement. Donc, j'ai toujours été intéressé par les sciences, mais aussi, on va dire, les sciences pures et les sciences sociales. C'est-à-dire, et je pense que cette envie pour les sciences sociales m'est venue de mon expérience personnelle avec mes parents, mon père, voyager, et en fait l'envie de vouloir continuer ce genre de vie, de découvrir de nouvelles personnes, essayer de nouvelles cultures et ce genre de choses. Et c'est en fait ça qui m'a donné vraiment, et aussi mon intérêt dans, comment dire ça, le développement durable en quelque sorte, et l'essor du continent africain. Et donc c'est dans cette optique que je voulais faire aussi les sciences politiques en quelque sorte, mais après j'ai dû choisir la médecine. Mais c'est un peu drôle parce que là maintenant j'ai trouvé un moyen, là à présent, on va dire, j'ai trouvé un moyen de combiner les 2 passions qui sont comment dire, la science et en quelque sorte le développement durable, le développement économique de l'Afrique et tout. Donc je suis très content d'être arrivé à pouvoir combiner mes 2 passions. Super, on va parler de ça tout à l'heure. Et puis, tu as beaucoup voyagé grâce à tes parents aussi qui étaient quand même dans le monde de la diplomatie. Je précise que peut-être pour ceux qui n'ont pas vite compris, c'est que tu es aussi tchadien, tu es du Tchad. C'est quoi la différence? Tu as parlé de culture tout à l'heure, donc cette chance d'avoir eu à voyager, de parcourir un peu le monde, que ce soit à travers tes études et autres, tu as découvert plusieurs cultures. Qu'est-ce qui te manque par rapport à la culture tchadienne? Qu'est-ce qui me manque par rapport à la culture tchadienne? Ça, c'est une très très bonne question. Je pense que surtout, ça dépend de là où je suis. Donc, lorsque je suis aux États-Unis et j'étudie, en fait, c'est la culture. C'est vraiment pas la culture, c'est la nourriture et aussi des amis. Parce que dans mon monde, en fait, à Boston, j'ai pas d'amis tchadiens. Même aux États-Unis, on va dire, à part mes cousins, je n'ai pas d'amis tchadiens, malheureusement. Et même la cuisine, malheureusement, encore, c'est maintenant que j'apprends à cuisiner un peu la cuisine tchadienne. Et donc, quand je suis aux États-Unis, je vais dire que c'est beaucoup plus
mes amis et la cuisine qui me manquent. Mais quand je suis en Afrique, par exemple ici présentement en Côte d'Ivoire, on va dire c'est juste mes amis parce que la nourriture je l'ai avec mes parents et tout, et donc ça il y a pas de problème. Mais c'est surtout les deux, mais ça dépend de là où je suis. Et justement, ça dépend de là où tu es. Et là, aujourd'hui, on est en train de passer l'interview avec toi depuis nous, Paris. Et toi, tu es à Abidjan. Donc, un clin d'œil à tous les amis ivoiriens, à tous les amis artistes de la Côte d'Ivoire surtout. À Galawal, on salue aussi le grand Gou Michel. Un clin d'œil à notre frère nigérien qui est actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Maman. Alors, mon cher Isias, dis-moi, on va passer à la deuxième séquence de notre podcast qui est réservée à l'actu et aux faits divers. Il y a quelque chose de très touchant dans ton histoire, c'est que tu es le premier de ta promotion. Tu as été le premier de ta promotion à UK et tu as été accepté par la suite à Harvard. Comment tu t'es senti quand tu as eu toutes ces belles nouvelles? Je pense que c'était le syndrome de l'imposteur en quelque sorte, je vais dire. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est le syndrome de l'imposteur. Je vais dire parce que en quelque sorte, venir aux États-Unis sans vraiment parler anglais et réussir à faire l'anglais pendant littéralement, j'ai commencé avec un cours intensif d'anglais pendant 5 mois, 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Je faisais l'anglais. Et pendant 5 mois. Donc, je suis arrivé en juin. J'ai commencé l'anglais. J'ai terminé l'anglais en décembre 2014. Et j'ai été admis, en fait, à l'université en 2015, janvier 2015. Et le fait d'avoir pu finir, en fait, mon programme en 3 ans et demi, au lieu de 4, tout en sachant que j'avais appris l'anglais, en fait, je trouve que c'était ma volonté de réussir. Et d'avoir, ce goal, cet objectif dans la tête de vouloir en fait aider ma communauté au Tchad et à me battre pour y arriver, qui m'a vraiment en quelque sorte poussé à bout dans mes études et quand j'ai appris en fait que j'ai été accepté à Harvard, c'était juste je n'arrivais pas à croire parce que plein de mes amis peuvent vous dire quand je suis arrivé aux États-Unis et j'ai commencé ma première année, je leur ai dit vous allez voir, j'irai à Harvard. Et personne, en fait, n'a cru. Tu le disais comme ça, dans de la boutade, en blaguant, ou tu non, je disais pas en blaguant. C'est ce que vraiment tu voulais? Parce que je voulais vraiment partir à Harvard. C'est pour ça on dit il y a vraiment le pouvoir dans les mots que tu utilises ou si tu as vraiment la tête sur tes épaules, tu peux réussir, en fait, à atteindre tes objectifs. Et donc, quand j'ai en fait dit à mes amis que j'ai été accepté à Harvard, même dans le discours que je vous ai envoyé, je parlais brièvement de ça. Plein de gens ne m'ont pas cru. Plein de gens ont dit waouh, non, j'arrive pas à croire ce qu'il a pu faire. Et donc, c'était un soulagement et en même temps, c'était un waouh, ça va être un défi difficile à réaliser. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, je n'arrivais pas à croire. Et ça m'a juste permis de redoubler mes efforts et de travailler encore plus dur. Et là, dernièrement, il y a un mois, j'ai appris que j'ai été accepté pour continuer mes études, pour faire mon doctorat, en quelque sorte, à repartir faire mon doctorat. Oui. Et on accepte 3 étudiants sur 1000 applications. Oui. Et franchement, de faire partie d'être parmi les 3 sur 1000, c'est quand même quelque chose d'énorme. Enfin, encore pour le Tchad, c'est magnifique. C'est une fierté. Oui, merci beaucoup. C'est juste c'est encore le syndrome de l'imposteur. Et donc, là, j'essaie de me préparer mentalement parce que ça sera quelque chose de vraiment difficile. Bravo, Isias. En tout cas, nous sommes fiers de toi. We are proud of you. Il y a un mot que tu m'as dit il y a quelques jours en échangeant avec toi, c'est il y a eu un changement. Je veux un changement d'ensemble qu'un changement individuel. C'est très puissant, ça. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu es en train de mener dans le domaine de la santé, c'est pas un changement individuel que tu veux, mais tu veux quelque chose de global. Exactement. Et pourquoi cela, justement?
je pense que c'est ça en fait qui m'a aussi fait sortir un peu de la médecine en quelque sorte. La médecine est parfaite, je ne dis pas, il y a des gens qui sont faits pour la médecine. Mais moi, la différence, c'est que j'ai remarqué de par mes voyages au Tchad et les recherches que j'ai faites au Tchad, que même si je voulais être médecin au Tchad, en fait, le système de santé national n'arrivait pas à supporter en fait les médecins qui exerçaient au Tchad. Les médecins peuvent être extrêmement qualifiés, mais s'il n'y a pas des outils pour les accompagner au quotidien dans leur travail, en quelque sorte, les taux de mortalité, tous ces indicateurs internationaux seront toujours extrêmement très faibles. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai pris du recul et je me suis demandé comment pouvoir, en quelque sorte, améliorer le système de santé national au lieu de me focaliser seulement sur les maladies comme le fait les médecins. Et c'est seulement en se focalisant sur, en quelque sorte, même si on se focalise sur la qualité de service que les médecins en fait fournissent, oui, il y aura un changement, mais il y a aussi un changement à faire sur la qualité du système entier. Et je pense que vraiment, c'est sûr, en partant de cette optique qu'on pourra en fait améliorer les conditions de vie de notre population et permettre un meilleur essor économique, parce qu'on sait tous le lien très étroit entre la santé et l'économie d'un pays. Et donc, je pense que c'est en rehaussant en fait ces indicateurs de santé dans notre pays qu'on pourra atteindre un niveau économique que notre pays veut en quelque sorte. Oui. Et justement, tu as eu quand même pas mal d'expérience, et sachant que récemment, je pense janvier 2021, tu étais aussi à N'Djamena pour bosser un peu avec Acasus aussi. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais que tu nous expliques encore plus à nos auditeurs, c'est que tu as un projet personnel, un projet de vie qui t'anime au quotidien. C'est un peu cette volonté de vouloir créer en fait un centre de recherche, un think tank, pour reformer un peu le système sanitaire au Tchad. Et comment aller à la recherche de nouvelles idées pour aider les populations. Et précisément, et tu reviens toujours là-dessus, c'est la malaria qui est ton premier... voilà, c'est ça, tu es focus sur le paludisme. Pourquoi ? Je suis focus sur le paludisme parce que j'ai eu une expérience personnelle avec le palu lorsque j'étais en voyage au Tchad dans les comment dire ça en français, dans les villages tchadiens. Et lors d'un de mes voyages, en fait, j'ai vu un enfant qui venait de mourir du palu grave parce qu'il y avait un manque de médicaments dans l'hôpital et on ne pouvait pas le soigner dans l'hôpital pas N'Djamena, au village. Et donc c'est ça en fait qui m'a en quelque sorte révolté. Je me suis demandé pourquoi, si en fait il y avait une chaîne d'approvisionnement de médicaments de la capitale vers ces villages reculés, en quelque sorte cet enfant aurait survécu aujourd'hui et pourrait faire tout ce que les autres enfants de la capitale ou d'autres pays pourraient faire. Et c'est en quelque sorte cette maladie qui m'a vraiment fait intéresser par la santé et la médecine. Et ensuite, j'ai élargi parce que la malaria n'est pas seulement là. Il y a plein d'autres maladies qui sont autour et qui sont aussi dues à un manque comment dire ça, un problème dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, en fait, c'est ça, j'ai progressivement élargi mon intérêt sur le système de santé national pour intégrer d'autres maladies. Et il y a une nouvelle révolution en santé, c'est de ne pas penser verticalement, mais plutôt horizontalement, c'est-à-dire de ne pas penser en termes de maladies, en termes de programmes, mais de penser plus à intégrer toutes les maladies pour pouvoir pour pouvoir donner en fait un service adéquat à sa population en quelque sorte. Mais de ne pas penser verticalement parce qu'en fait tout est lié, tout est
tout est interlinked. Et donc, en pensant verticalement, on oublie plusieurs autres facteurs de santé qui pourraient en fait ne pas bénéficier pour la population, mais en fait les enfermer. Et ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Donc, j'essaie vraiment de penser en termes de système plutôt que par comment dire ça? Diseases. Le mot. Dis-le en anglais, ça ira. Maladie. Maladie. Oui. Magnifique. En tout cas, quand tu parles de la santé. Oui. Non, pardon. Vas-y. Non, j'ai dit, mais en parlant de mon projet personnel, comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment de créer ce think tank in Tchad pour être un partenaire clé du gouvernement pour pouvoir établir les priorités en termes de santé pour le pays et de créer ces sortes de paquets de services que les populations ont pour pouvoir vivre au quotidien en quelque sorte. Et donc c'est vraiment dans cette optique que j'oriente toutes mes activités et toutes mes études. Magnifique. En tout cas, c'est tellement passionnant, c'est tellement noble. Je te félicite au passage et je pense que nos auditeurs diront la même chose. Et comme ça, c'est aussi un clin d'œil. Tu sais que SGS, nous avons aussi des femmes dans le domaine de la santé au niveau du Tchad, actuellement dans notre pays, qui sont en train de se battre sur tous les fronts dans différents domaines de ce secteur de la santé. Elles sont débattantes. Certaines viennent de rentrer au Tchad pour apporter leur contribution. C'est l'occasion, si tu me permets, de rendre un vibrant hommage à ces jeunes dames qui se battent. Soit elles sont médecins, soit elles sont des personnels, des agents de la santé et autres. Et il faudrait les féliciter au passage. Il y a le docteur Oumaima Mamad Jarma qui est très engagé en ce moment au niveau de la Covid. Il y a Khadija Mayadine Salah, il y a Daria Idriss Al-Farouk qui est gynécologue, il y a Jezara Brahim, il y a Zara Habib Doutoum. Elles sont des femmes et elles sont très très nombreuses et je pense que c'est l'occasion de rendre un hommage à nos sœurs et nos mamans qui se battent dans le domaine. Alors, pour revenir à toi, mon cher Ezias, depuis 2018, il faut aussi préciser, tout d'abord, chers auditeurs, qu'Ezias est, à moins qu'on nous dise le contraire, est le seul Tchadien qui a intégré Harvard pour le master. Et ça, c'est une fierté et il faudrait le reconnaître. Et depuis 2018, il y a une bourse, Ezias, pour que les enfants africains et francophones viennent étudier aux États-Unis. Cette bourse s'appelle Ezias K. Bedingfield Scholarship. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup d'avoir parlé de ça. En fait, le Ezias K. Bedingfield Scholarship Fund c'est une bourse qui sera offerte aux étudiants africains, des étudiants talentueux, mais qui ont un sens de public service, donc revenir dans leur pays et vouloir aider en fait leur pays dans tout type de domaine en quelque sorte. Et donc, lorsque vous êtes en terminale, vous avez un niveau, il y aura plusieurs critères, mais vous postulez en fait pour cette bourse et et ça vous permet de venir étudier aux États-Unis pendant les 4 prochaines années à l'université du Kentucky. Et là-bas, vous pouvez choisir n'importe quel type d'études. Et en quelque sorte, cette bourse va vous permettre d'étudier, mais aussi de rester en contact avec votre côté africain. Parce qu'il est très dur, en quelque sorte, de venir aux États-Unis et de rester connecté au continent. Et donc, en fait, de par les classes que vous allez prendre, les activités que vous allez faire, les conférences que vous allez auxquelles vous allez participer, mais aussi d'autres activités, en fait, on essaie, par le biais de ce programme, que vous restiez connecté à votre continent, en quelque sorte. Et donc, il y aura plus d'informations, je pense, qui vous seront données. Mais là, en fait, on est dans le processus de récolte de fonds, en quelque sorte. Et c'est ouvert à tout le monde pour pouvoir aussi apporter votre contribution si
vous le pouvez. Mais c'est vraiment dans l'optique d'amener beaucoup plus de Tchadiens, beaucoup plus de francophones qui ont en quelque sorte la même mission que moi de venir aux États-Unis et de faire quelque chose de positif et de retourner dans leur pays. Mais il faut avoir un goal, une mission, et je pense que c'est suffisant pour pouvoir avoir cette course. Magnifique. Très compétitive. Alors, Ezias, en plus de cela, je voudrais aussi revenir sûrement pour les jeunes auditeurs qui nous suivent, qui aspirent à faire des études comme toi, réussir comme toi, évoluer comme toi. Attention, il faudrait aussi leur montrer quel est l'autre message aussi que tu voudrais leur passer, parce qu'il y a des jeunes qui peut-être n'auront pas cette chance de pouvoir sortir du pays ou même du continent pour pouvoir avoir cette chance que toi tu as. Quel est l'autre message? Parce qu'au passage, je fais un clin d'œil à... Je pense ton promotionnel, Christian Madé, qui est un jeune Tchadien aussi, qui est étudiant en droit et qui évolue entre la France et le Sénégal, qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Talim, qui est une plateforme qui permet en fait aux étudiants africains, notamment tchadiens, d'identifier une université, un institut de leur choix sur le continent africain spécialement pour pouvoir se former. Et c'est aussi dans un souci en tout cas de combler le gap et ce déficit-là pour ceux qui veulent partir mais qui peuvent pas aller très très loin aussi. Quel est le message empowering que tu peux éventuellement donner à ces jeunes-là qui pourront peut-être pas bénéficier de cette bourse? Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas tant que le lieu, par exemple, venir aux États-Unis n'est pas tant que ça It's not the Chadian dreams, you think? Pardon? It's not the Chadian dreams? No, it's not the thing. I'm trying. Non, je vais parler en français. Oui. Le truc que j'essaie en fait de dire, c'est que le lieu ne définit pas le succès. Et donc, qu'ils aillent au Maroc, qu'ils aillent au Sénégal, en Égypte, ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment avoir cet objectif dans la tête, de vouloir réussir et de se donner à fond dans les études qu'ils font pour pouvoir en fait revenir dans leur pays et être, parce que de nos jours, c'est tellement facile de changer d'objectif lorsque nous rencontrons par exemple des obstacles. Par exemple, si c'est difficile de progresser dans le droit, on se dit oh non, j'abandonne, je fais quelque chose d'autre, je vais dans la communication. Non, c'est pas ça qui va nous aider, je trouve. Donc il faut vraiment être consistant dans ce qu'on fait. Et si on le veut vraiment, en fait, je trouve qu'on peut réussir. C'est pas le fait d'être, je vais pas dire que c'est le fait d'être intelligent ou quelque chose. Non, je pense pas que ce soit ça aussi. Je pense que c'est être vraiment consistant et savoir que on peut réussir lorsqu'on a, when you have your mind into it. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est quelque chose de très important. Être, to be aware of what you really want to do and what you want to achieve in this world. And I think that's literally what those students need to know personally and interiorize all those factors inside them. Yeah. Thank you so much. Nous allons passer à la dernière séquence de l'émission parce qu'on tend déjà à la fin. C'est la séquence du petit plus, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été fidèles avec nous depuis le début de cette émission. Nous avons avec nous Ezias Bengar, qui est un jeune doctorant en santé. Ezias, je vais te lire un passage et c'est ça notre petit plus. Je voudrais que tu me dises ce que ça t'inspire. Are you ready? D'accord. Yes. I have been in challenging situations where people believe that I'm not able to succeed because of the color of my skin and my origin. However, here am I today. Never underestimate yourself because of what people think of you. Some of my friends told me that I was dreaming too much. Qui a dit ça? Those are my words. Ça, c'est moi. Et tu l'as dit à quelle occasion? Je l'ai dit lorsque j'ai donné, en fait, j'ai fait le discours de fin d'année devant plus de 5000 spectateurs lorsque j'ai fini à l'Université du Kentucky. En fait, tu as dit, en gros, que les gens n'avaient presque pas cru en toi.
Oui, par rapport à... Parce que tu avais, au pour fait que reprendre j'étais un peu, noir, au fait que tu étais noir, au fait, on te ramenait un peu à ton origine, mais qu'au final, le exactement, message positif, c'est que il faut toujours croire en soi. C'est un peu, en gros, tout ce que tu disais même tout à l'heure dans l'autre séquence. exactement, c'est ça. Aux États-Unis, en fait, ou dans le monde entier, je pense qu'on a tendance à, je sais pas si ça se dit, mais labelliser, donner des labels aux gens de façon très systématique parce que j'étais noir aux États-Unis. Donc, et en plus, on va dire, je venais d'Afrique. Mm. Et donc, les gens ne croyaient pas en moi. Les gens pensaient que je n'étais pas capable de réussir. Et donc, c'était très important, en fait, pour moi, dans une institution à majorité blanche, d'affirmer que, en fait, ce n'est pas cette condition, en quelque sorte physique, ou le fait que je sois noir, qui va décider de mon futur, mais que je suis capable de réussir tout comme eux. Et je pense que c'était quand même powerful, fort, d'avoir en fait dit ces mots devant comment dire tant de personnes qui en quelque sorte ne croyaient pas en moi, même mes propres amis. Et donc c'était un instant très fort pour moi et j'espère que tout le monde pourra s'en inspirer et pour réussir, quel que soit leur rêve. Et en tout cas, Et je reviens pour dire yeah, aussi que le lieu ne définit pas le succès. Tu es une inspiration pour nous, tu es une inspiration pour la jeunesse de ton pays, sache-le, et la jeunesse de tout le continent africain. Esias Beingar, merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui au CAP Podcast. On te souhaite plein succès dans toutes tes entreprises, réussite et surtout de voir encore plus de belles choses que tu vas achieve in your life. K-Podcast, suivez-nous à travers les différentes pages de Kelouscope Entertainment sur les réseaux sociaux. C'était Haché Amat Mustafa. Elias, encore merci d'avoir accepté cette invitation. Rendez-vous très vite, quand tu veux. Tu es chez toi. Et pour les auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.